Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Ileana, bonjour à tous. C'est votre édito comme chaque lundi et ce matin on va parler essentiellement de ce qui se passe en Syrie puisque tout s'est accéléré dimanche alors que les rebelles islamistes lançaient une offensive contre le régime de Bachar el-Assad. Et bien effectivement hier le président syrien a été renversé après 24 ans de règne. Précédemment c'était son père Hafez el-Assad qui était au pouvoir entre 1971 et 2000. La chute du régime syrien, c'est donc un événement géopolitique majeur, Christophe, mais peut-on vraiment se réjouir ? Non. Ou plutôt oui et non, ou non et oui. Oui, bien sûr, on se réjouit de la chute de Bachar el-Assad, de cette dynastie Assad, de cet état tortionnaire qui a empoisonné la région et la planète depuis tant d'années. Bien entendu, chaque fois qu'un dictateur tombe, on ne peut qu'acclamer cette chute au nom des principes des droits de l'homme. Mais tout de suite, il faut voir ce qui prend la place. On a vu qu'en Libye, c'est le chaos qui a pris la place. On a vu qu'après la chute de certains tyrans du printemps arabe, on a pas eu la même chose. On a vu en Irak, bien entendu, que le chaos succédait. Donc ne nous réjouissons pas. Regardons. Et qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend d'abord un moment de déstabilisation majeure. Il nous attend l'arrivée au pouvoir d'un conglomérat de rebelles associés dominés par un islamiste. Et moi, je ne me réjouis jamais quand je vois l'islamisme prendre le pouvoir ou un simulacre de pouvoir dans une partie du monde, quelle qu'elle soit. Donc nous allons devoir mettre en surveillance maximum cette Syrie nouvelle. Il faut se méfier, il faut être vigilant, il faut avoir peur. C'est plus important que se réjouir, plus important pour notre sécurité future. Et effectivement, un risque notamment pour les minorités religieuses, les minorités chrétiennes. Alors, les rebelles syriens disent que le chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, Abou Mohamed al-Jolani, est arrivé à Damas quelques heures après que les rebelles aient pris la capitale justement. Jolani, est-ce qu'il incarne un nouveau risque islamiste comme plutôt Daesh ou plutôt comme Al-Qaïda ? C'est un avatar nouveau, c'est un produit hybride. On voit bien que son parcours est complexe, mais partons du principe qu'il faut toujours se rappeler à l'esprit, l'islamisme modéré, ça n'existe pas. L'islamisme pragmatique, ça n'existe pas. Vous connaissez la fameuse plaisanterie, l'islamisme modéré, c'est celui qui vous égorge avec gentillesse. Ben, c'est un peu cela. Donc méfions-nous de Jolani. Oui, son parcours est intéressant parce que parti d'un combat d'islamistes classique, il a rompu. Il a rompu avec Al-Qaïda, il a rompu surtout avec Daesh. Il a compris que la stratégie de Daesh de porter la guerre à l'extérieur, de faire des attentats en Occident, ça allait apporter une vindicte multinationale et que ça serait la chute de l'État islamique. Il a eu raison. Donc, pour l'instant, il se veut non agressif envers l'extérieur pour être tranquille dans son projet intérieur. Son projet intérieur, c'est de construire une grande Syrie qui soit à sa botte. Ce projet est nationaliste, mais il est islamiste. Donc on a échangé un nationalisme dictatorial laïque, le Barras, contre un nationalisme qui sera dictatorial et qui sera islamiste. Ne nous réjouissons pas. Mettons ce monsieur Jolani sous surveillance. Alors, la phase de chaos et de tension qui va venir maintenant, parce que tous ces gens, après avoir été unis contre Bachar el-Assad, ils vont évidemment vouloir prendre chacun leur intérêt et il se peut que ça tourne à la zizanie, voire à la guerre civile. Ça va sans doute pas lui faciliter la tâche. Il n'est pas le nouveau calife. Il n'est pas le nouveau patron d'un État islamique très très puissant. Mais quand même, Jolani représente désormais un risque parmi d'autres, tout autour, dans cette région, pour nous et nos alliés. Alors, Bachar el-Assad, de son côté, le dictateur syrien, a trouvé refuge avec sa famille à Moscou, en Russie. La Russie qui lui a accordé l'asile, notamment. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que finalement, tout ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023 affaiblit profondément l'Iran, la Russie. Aujourd'hui, on le voit, c'est comme un domino, finalement, Christophe, la chute du Hezbollah avec l'assassinat de Hassan Nasrallah et maintenant la chute de Bachar el-Assad. Un revers majeur pour l'Iran et pour la Russie. Oui, bien sûr, ces deux puissances se retrouvent affaiblies. La Russie paye là le prix de son engagement en Ukraine. Elle n'a plus les moyens d'entretenir plusieurs fronts et de sauver sa marionnette Bachar el-Assad. Elle en était peut-être aussi lassée. C'est aussi la punition pour des années d'intrication et d'action de la Russie dans ce Proche-Orient. Mais c'est aussi, vous l'avez dit aussi, surtout, un revers pour l'Iran. Ça, c'est très important parce qu'en effet, il ne reste qui comme proxy pour l'Iran en ce moment à peu près intact, les Houthis de Yémen, c'est quand même un peu mince. La chute du Hezbollah grâce à Israël au Liban pouvait donner un Hezbollah se requinquant grâce à la Syrie, grâce à ses bases en Syrie. Ça n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas. Donc c'est d'une importance majeure. Mais tout cela au profit de qui ? Au profit de la Turquie. La Turquie est la grande puissance qui téléguide une partie des rebelles qui ont pris Damas hier. Faut-il s'en réjouir ?
méfions-nous de la Turquie. On sait qu'elle a une diplomatie extrêmement complexe. Elle est membre de l'OTAN, donc ça la rattache à l'Occident et surtout, ça la rattache à une certaine influence, voire un contrôle de Donald Trump. Et puis, elle a une ambition impériale islamiste. C'est par l'islam radical qu'Erdogan, en s'affirmant comme chef des musulmans les plus radicaux, veut conquérir cette zone, cette influence sur le pays. Le rêve impérialiste de la Turquie, il doit quand même nous inquiéter. Et on voit que la Turquie peut se montrer terrible, notamment avec les minorités, notamment les Kurdes. Bien sûr. Il y a beaucoup de Kurdes en Syrie. Bien sûr, on voit bien que la Turquie a pris son avantage à court terme, la chute de Bachar el-Assad, pour en espérer un profit à moyen terme, c'est-à-dire évidemment prendre encore plus l'ascendant sur les Kurdes et éradiquer encore plus les Kurdes. Donc nous devrons rester vigilants contre la Turquie. Or, je vous le disais, elle est membre de l'OTAN, comme la France. Elle a des relations complexes, parfois contradictoires avec Israël. Le jeu diplomatique au Proche-Orient va pas être plus facile. Il va être beaucoup plus complexe. Et comme toujours avec Erdogan, il y a toujours une forme de perversion dans sa manière de faire de la diplomatie. Mais nous arrivons aussi peut-être au début de la fin des années Erdogan. Quelle sera la suite pour le régime qu'il a installé quand il ne sera plus là? Alors un 8e front de combat, en tout cas, qui s'ouvre aussi pour Israël, puisqu'on l'a vu hier, ces frappes à Damas, notamment tout au long de la journée, contre des stocks d'armement, contre un centre de recherche soupçonné d'être utilisé par l'Iran pour développer des armes, et Israël qui maintenant fait acte de présence le long de la frontière sur le plateau du Golan, Christophe. Oui, mais ces manœuvres et ces frappes me semblent être les dernières actions d'Israël contre Bachar el-Assad. C'est sur cette Syrie-là finissante qui s'effondre qu'Israël a frappé, pour éviter bien sûr que les armements chimiques, notamment de Bachar, ne tombent aux mains des islamistes. Mais c'est plus un combat d'arrière-garde en profitant de ce chaos de fin de régime que le début des relations avec cette nouvelle Syrie qui va s'ébaucher. Évidemment, Israël devra être très vigilante et regarder comment mettre sous contrôle, sécuriser la frontière avec ce nouvel État, sans doute un État d'ailleurs mosaïque qui va surgir en Syrie. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a l'impression qu'Israël n'a rien vu venir. Et que cette chute précipitée de la Syrie a échappé au radar de tous les pays occidentaux et d'Israël, que les services secrets n'avaient pas prévu qu'en moins de 10 jours, ce régime qui avait résisté pendant tant d'années allait s'effondrer. Certains disent pourtant que les rebelles auraient été aidés par Israël. Ça reste à confirmer. Ça reste à confirmer. On n'a pas encore l'histoire secrète des services secrets israéliens face à cette chute. Il sera intéressant de savoir exactement ce qu'ils ont prévu et ce qu'ils ont contrôlé, voire ce qu'ils ont favorisé. La relation entre la France et la Syrie aussi, parlons-en. Une relation qui a toujours été très importante, Christophe, mais pas toujours très glorieuse. Non, pas glorieuse. La France, depuis De Gaulle, a toujours été favorable au régime qui avait été mis en place par la dynastie Hafez el-Assad, Bachar el-Assad. Pourquoi? D'abord parce que c'était un pouvoir autoritaire et on aime bien toujours discuter avec des pays qui sont tenus. Ça a été vrai quand on s'adressait à la Tunisie, à la Libye, etc. Bon. Ensuite, parce qu'il y avait une dimension laïque dans ce pouvoir autoritaire. Et on a toujours donné, c'était le cas avec Saddam Hussein, la priorité là aussi aux laïcs. Et depuis le surgissement de l'Iran des ayatollahs, on était encore plus convaincu qu'il fallait être côté des laïcs, fussent-ils dictateurs, plutôt côté de pouvoir religieux. Et puis ensuite, ça s'est abîmé dans des relations qui étaient des relations malhonnêtes. Notre ambassadeur au Liban dans les années 80 a été assassiné par la Syrie. Jacques Chirac a rompu avec la Syrie quand son ami Hariri au Liban a été assassiné par un attentat gigantesque organisé par la Syrie. Ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de recevoir en grande pompe le 14 juillet Bachar el-Assad en 2008, pariant sur l'arrivée d'une nouvelle génération pour rapprocher ce pays de la démocratie et de l'Occident. On a vu ce qu'il en était. Bachar el-Assad a roulé Nicolas Sarkozy dans la farine. Donc attention, nous avons toujours été dupes de ce pays. Alors, quelle relation nous allons établir maintenant avec cette nouvelle Syrie? Je crains, hélas, que ça ne soit une étape de plus dans la fin de l'influence directe de la France dans cette partie du monde. Cette influence que nous avons héritée de la Première Guerre mondiale, des accords de 1916, cette influence, elle n'a cessé de s'étioler durant ces 20-30 dernières années. On le voit au Liban, depuis l'explosion du port en 2020, Macron ne contrôle plus rien. On risque de le voir aussi vis-à-vis de la Syrie. Un ordre nouveau est en train de s'installer. Cet ordre nouveau sera d'abord un désordre nouveau. Nous devons être à côté de nos alliés. Nous n'arriverons pas à influencer seuls. Nos alliés, on le sait, c'est l'Occident, c'est Israël. Alors toujours sur la Syrie, très rapidement, Christophe, invité ce dimanche de France 3, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, redoute que l'Europe paye les conséquences de cette prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes. Il craint un déferlement migratoire. Il se trompe.
Il se trompe parce que d'abord, une partie des Syriens exilés qui craignaient d'être massacrés par Bachar el-Assad vont pouvoir rentrer. Bien entendu, si demain la nouvelle Syrie se transforme en nouvel Iran ou en Afghanistan, évidemment on aura ce problème-là. Mais on ne les laissera pas revenir comme on l'a fait. On n'aura pas la même vague de départ qu'en 2011. On n'aura pas le million de Syriens que Angela Merkel avait accueilli en Allemagne. Donc de ce côté-là, c'est un pronostic erroné et catastrophiste qui est évidemment à des fins de politique intérieure. Vite, le RN, nous dit Bardella, parce que vous allez voir, d'autres réfugiés vont arriver. Politique intérieure, on en parle justement. Le nom du nouveau Premier ministre est toujours attendu. Christophe, est-ce qu'on aura rapidement un nouveau Premier ministre? Il procrastine, Macron. Ça devait être vendredi matin et ça sera peut-être demain soir, voire mercredi, nous dit-on. Ça va venir. Ça va venir d'autant plus qu'il faut derrière faire une loi d'urgence pour sauver le budget et donc on ne peut pas tarder. Les consultations se terminent, mais surtout, l'équation de Macron reste insoluble. Le PS ne veut pas complètement rompre avec le Front Populaire, avec LFI, veut le programme du NFP, veut un Premier ministre de gauche, LR ne veut pas de Premier ministre de gauche, ni de programme NFP, ni de ministre LFI, c'est donc quand même coincé. Et rechercher quelqu'un au milieu qui permette d'avoir le PS et les LR dans le gouvernement ou dans un pacte de non-agression, c'est extrêmement compliqué, il va falloir encore quelques heures. Grand favori pour le moment en tout cas, François Bayrou, le président du Modem, qui s'est dit prêt hier à aider Christophe. Oui, il est favori parce qu'on se dit, bah tiens, entre la gauche et la droite, on va regarder le milieu, et le milieu, c'est Bayrou. Mais quand on regarde bien, Bayrou n'est pas aimé par les LR, qui lui reprochent d'avoir trahi la droite depuis la création de l'UMP, et il n'est pas non plus aimé par la gauche. Donc c'est peut-être un leurre, c'est peut-être un lièvre, comme on dit dans les courses. Certains disent, bah non, ça va pencher à droite, et ça sera Le Cornu ou Catherine Vautrin, son nom revient. D'autres disent, non, ça va pencher plus à gauche, et le nom de Jean-Yves Le Drian, puisque celui de Cazeneuve est un peu grillé, le nom de Jean-Yves Le Drian ressurgit. En fait, Macron cherche encore à faire une addition impossible, PS jusqu'à LR, c'est ce que Yael Braun-Pivet a théorisé, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ni sur le programme, ni sur les équipes. Très rapidement, en quelques secondes, Christophe, on l'a vu avec l'inauguration de Notre-Dame, cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, cette nomination à Matignon, Emmanuel Macron reprend-il la main ? Non, c'est une illusion d'optique, c'est une coïncidence. Au niveau européen, il est très affaibli, on l'a vu ce week-end avec le Mercosur. Au niveau du G7, c'est Trump, l'arrivée de Trump qui va changer la donne. Macron sera ballotté par les événements. Et au niveau de la France, oui, en ce moment, c'est lui qui a le quart d'heure macroniste, il doit nommer un Premier ministre. Mais après, la tempête va reprendre. Que dis-je, la tempête? La chasse à courre dont le gibier s'appelle Emmanuel Macron. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Barbier. On vous retrouve demain matin avec grand plaisir à 7h45. Radio J.